Aujourd'hui, l'Afrique compte 54 à 55 pays. Cela dépend si vous comptez le Somaliland, moi je le compte. Et chacun de ces pays a évidemment un nom, mais ils n'ont pas toujours eu le même. Que ce soit un nom colonial par lequel ils étaient connus, ou même un ancien nom autochtone. D'abord, celui de la miniature. Autrefois, l'Éthiopie s'appelait l'Abyssinie. L'Abyssinie était le nom historique de l'Empire éthiopien, qui a existé pendant une très longue période de 1270 à 1974. Fait intéressant. Malgré le fait d'avoir été entouré de forces hostiles pendant la majeure partie de son histoire, l'Empire a maintenu un royaume centré sur son ancien héritage chrétien, et il était connu sous le nom d'Abyssinie. Un nom que l'on pense dérivé du terme arabe Alabash, faisant référence au peuple Abécha qui habite les hauts plateaux éthiopiens. Le terme lui-même pourrait avoir des racines dans les mots guèzes signifiant mélanger, décrivant peut-être le mélange des populations dans la région. Les voyageurs européens et les commerçants arabes ont popularisé ce nom pendant la période médiévale, et il a perduré jusqu'au XXe siècle, lorsque la transition vers le nom Éthiopie a commencé à s'opérer. Mais il est intéressant de noter que la transition vers le nom Éthiopie reflète également l'identité ancienne du pays. Le terme vient du mot grec Éthiopie, qui signifie quelque chose comme « terre des visages brûlés », en réunissant les deux termes grecs, étho, qui signifie « je brûle », et ops, qui signifie « visage ». Les anciens Grecs l'utilisaient pour désigner les habitants de la région. L'empereur Haïlé Sélassié a consacré le nom Éthiopie comme nom officiel au début du XXe siècle pour souligner le lien de la nation avec son héritage biblique et historique de longue date, puisque l'Éthiopie est mentionnée à plusieurs reprises dans la Bible. Depuis lors, le terme Abyssinie est tombé en désuétude au profit d'Éthiopie, désormais le plus utilisé pour nommer le pays. Alors qu'Abyssinie était déjà un autre nom autochtone, le Ghana portait auparavant un nom colonial, la Côte de l'Or. Avant son indépendance, le Ghana était appelé la Côte de l'Or, un nom donné par les commerçants européens au XVe siècle en raison des vastes quantités d'or trouvées le long de ces côtes pour le commerce. Les Portugais ont d'abord fondé des comptoirs commerciaux, suivis par Hollandais, Britanniques et d'autres, cherchant à profiter de l'or de la région, puis, plus tard, de sa population par la traite des esclaves. Le nom Côte de l'Or rappelait son importance économique pour ces puissances coloniales étrangères. En fait, une puissance coloniale assez intéressante présente dans la région était le Danemark, qui n'est pas très connu pour avoir eu un empire colonial, mais ils ont essayé de temps en temps, et c'en est un exemple. Essentiellement, c'était l'endroit sur la côte africaine où l'or était échangé. En 1957, le Ghana est devenu le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance de la domination britannique. Ses dirigeants ont choisi le nom Ghana pour honorer l'ancien empire du Ghana, qui, bien que situé géographiquement dans l'actuel Mali et la Mauritanie, représentait un héritage de force, de richesse et de patrimoine africain. Le nom est dérivé du mot soninké, signifiant roi guerrier, reflétant une identité fière et souveraine qu'il voulait également s'approprier. En fait, il y avait plusieurs pays côtiers le long de l'Afrique de l'Ouest, qui ont presque tous changé de nom pour adopter une nouvelle appellation moderne, la Côte d'Ivoire, ou plutôt Côte d'Ivoire, étant le seul à l'avoir conservée. Sur cette carte de l'Afrique de l'Ouest datant de 1729, on peut voir qu'une partie était appelée la Côte des Grains, à peu près là où se trouvent aujourd'hui la Sierra Leone et le Libéria. Le Togo, le Bénin et le Nigeria faisaient partie de la Côte des Esclaves, nommée d'après la principale marchandise échangée avec les Européens. Un autre exemple vraiment fascinant est que le pays que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Zimbabwe s'appelait autrefois la Rhodésie. La création de la Rhodésie en tant que pays est absolument fascinante. C'est lié à un homme en particulier et à son rôle dans le colonialisme britannique en Afrique du Sud, Cecil Rhodes. Pour résumer très brièvement, il était un magnate minier anglais, qui a été Premier ministre de la colonie du Cap de 1890 à 1896. Lui et sa British South Africa Company dirigeaient pratiquement l'Afrique du Sud. Ils ont fondé le territoire sud-africain de la Rhodésie, aujourd'hui le Zimbabwe, et une partie de la Zambie également, que la compagnie a nommé d'après lui, en 1895. J'ai lu récemment un livre intitulé Roi marchand, qui raconte précisément cette histoire. On y trouve aussi les histoires de la compagnie britannique des Indes orientales, des compagnies néerlandaises des Indes orientales et occidentales, ainsi que de quelques autres, comme la compagnie de la baie d'Hudson au Canada. Un livre fascinant pour les amateurs de cette période historique. Et je ne sais pas,
J'ai trouvé ça vraiment fascinant, d'apprendre comment les compagnies avaient pratiquement des monopoles, non seulement sur le commerce, mais aussi sur la gouvernance et le contrôle de certains territoires, pendant l'époque coloniale. Mais bref, ce territoire spécifique, qui est aujourd'hui le Zimbabwe, a été établi par des colons britanniques et nommé d'après Cecil Rhodes. À mesure que les pays africains se libéraient, il a aussi déclaré unilatéralement son indépendance en 1965 tout en gardant le nom de Rhodésie. Cependant, en 1980, ils ont adopté le nom Zimbabwe, dérivé d'un mot que je vais essayer de prononcer correctement. Zimbabwe Mabwe, qui signifie maison de pierre en langue shona, en référence aux ruines du Grand Zimbabwe. Le Grand Zimbabwe était une ville dans les collines du sud-est du pays actuel. Elle a été habitée à partir de l'an 1000 et a servi de capitale à l'ancien royaume du Zimbabwe à partir du XIIIe siècle. Je suppose que le changement consistait bien sûr à s'éloigner du passé colonial et à se réapproprier leur propre héritage autochtone. Et encore un autre exemple de ces anciens noms coloniaux est l'ancien nom du Burkina Faso, qui s'appelait autrefois la Haute-Volta. La Haute-Volta, ou en français, Haute-Volta, était une colonie de l'Afrique occidentale française, créée en 1919 sur le territoire occupé par l'actuel Burkina Faso. La colonie a en fait été dissoute en 1932, avec des parties administrées par d'autres colonies, comme la Côte d'Ivoire, le Soudan français et la colonie du Niger. Mais elle coïncide presque exactement avec le territoire actuel du Burkina Faso. Le choix de l'ancien nom colonial, Haute-Volta, a été fait en lien avec le fait que le fleuve Volta se trouve dans la partie supérieure de son bassin. Fait intéressant, les couleurs du drapeau, bien qu'elles correspondent à celles du drapeau impérial allemand, c'est presque une copie conforme, ne viennent pas de là. Cela vient des noms des affluents du fleuve Volta, qui sont la Volta noire, la Volta rouge et la Volta blanche. Ils sont devenus indépendants en 1954 et ont gardé ce nom jusqu'en 1984, où ils l'ont changé pour Burkina Faso, en combinant des mots des langues locales, Mosi et Oula, pour signifier pays des hommes intègres. Nous pouvons cependant revenir à un exemple d'anciens noms autochtones également, comme c'est le cas avec Zaïda, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Congo. Zaïda est une adaptation que les explorateurs portugais ont faite du mot Kikongo Nizadi, qui signifie rivière, en référence au fleuve Congo. À leur arrivée, ils ont interagi avec les habitants et choisi ce nom pour la région, adopté ensuite par d'autres puissances européennes. Lorsque les Belges sont devenus les principaux colonisateurs, le terme Congo a commencé à être utilisé à partir de Congo et de l'ancien royaume bantou, qui occupait l'embouchure du fleuve à l'époque où les Portugais sont arrivés pour la première fois, vers 1483. Fait intéressant. Le nom du royaume natif du Congo a également été tiré du Kikongo et signifiait aussi « fleuve ». Nous avons donc une situation étrange où l'ancien et le nouveau nom signifient la même chose. C'est juste un mot ou une interprétation différente de l'original. Après l'indépendance, ils ont gardé le nom Congo, revenant brièvement à Zaïre entre 1971 et 1997, puis reprenant à nouveau le nom Congo. Un autre prédécesseur d'un nom de pays moderne est le Homi, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Bénin. Et une situation très similaire se produit par rapport à ce que nous avons vu avec le Ghana. Le Bénin moderne tire son nom de l'ancien royaume du Bénin, qui n'existait pas du tout à l'endroit où se trouve le Bénin actuel, mais plutôt au Nigeria. C'était un royaume du peuple Edo, et son ancienne capitale, Edo, s'appelle aujourd'hui Benin City, qui se trouve en dehors du Bénin, au Nigeria. Et cette zone maritime, en général, s'appelle encore aujourd'hui le golfe du Bénin. Le nom vient encore une fois de l'interprétation faite par les explorateurs portugais de l'époque. Le mot d'origine était Ubini, qui faisait référence à la façon dont les Edo appelaient leur patrie, ce qui se traduisait par quelque chose comme terre de paix. Finalement, l'ancien royaume du Bénin a disparu, étant absorbé par les colonies françaises et britanniques. Cependant, lorsque le royaume du Dahomey, un royaume distinct et indépendant à l'ouest, est devenu une colonie française puis a obtenu son indépendance, ils ont ensuite décidé de prendre ce nom pour eux-mêmes, abandonnant le nom Omi et adoptant celui de Bénin en 1975. La raison de ce choix n'est pas tout à fait claire, mais il semble que le nom Dahomey était davantage lié à une ethnie spécifique, tandis que Bénin était plus large, puisque le pays compte de nombreux groupes ethniques. Ils voulaient un nom qui les inclurait tous. Ils ont donc choisi celui-ci, rendant également hommage à l'ancien royaume. Le Dahomey lui-même a une origine étrange. Cette histoire est souvent citée, mais de nombreux historiens doutent de sa véracité. Cela concerne une légende sur une interaction entre un roi local et un chef, où ce dernier voulait construire une maison à l'intérieur de son territoire.
Cela ne semble pas vraiment vrai, donc on ne sait pas vraiment d'où vient ce terme. Le peuple Fon, groupe ethnique et linguistique majeur du royaume, a aussi facilité l'identification précoce du territoire par les Européens. Beaucoup de cartes nomment la région royaume Fon, ce qui rend mystérieuse l'utilisation du terme Dahomey, un nom qui est resté essentiellement le même, et qui a simplement changé de langue d'écriture, est celui d'Eswatini, que nous connaissions auparavant sous le nom de Swaziland. Les deux noms signifient « terre des Swazis », le peuple local. En 2008, le roi a annoncé que le royaume serait renommé, supprimant le nom anglais utilisé pendant le colonialisme et réadoptant leur propre endonyme pour célébrer le 50e anniversaire de leur indépendance retrouvée. Son voisin enclavé, le Lesotho, a une situation similaire, ayant auparavant été appelé Basutoland. Le nom Lesotho se traduit par « pays des locuteurs du Sesotho » dans la langue locale, le Sesotho étant cette langue elle-même. Basutoland était le nom colonial britannique, abandonné en 1966 lors de l'indépendance. Il signifiait « pays du peuple Basutu », également connu sous le nom de peuple Soto. À proximité, nous avons un autre exemple d'un nom colonial qui a ensuite été abandonné, à savoir la Namibie. Elle s'appelait autrefois l'Afrique du Sud-Ouest. Celui-ci n'a pas besoin de beaucoup d'explications. C'est la localisation géographique du territoire au sein du continent africain. Ce fut d'abord une colonie allemande, puis britannique. À son indépendance en 1990, le pays fut nommé Namibie, d'après le désert du Namib, le plus ancien du monde, comme je l'ai appris en préparant cette vidéo. Et le mot Namib lui-même vient de la langue autochtone Nama et signifie « vaste endroit ». Et enfin, la Tanzanie, qui portait autrefois deux noms différents parce qu'elle était séparée en deux entités distinctes, le Tanganyika et Zanzibar. Le nom est simplement une fusion des deux noms précédents. Il a été adopté en 1964, lorsqu'ils sont devenus indépendants des Britanniques ensemble. Cependant, les anciens noms des deux territoires séparés ont des significations différentes. Zanzibar vient du persan Zangbar, une combinaison de Zang qui signifie noir et de bar qui signifie côte, faisant référence au fait qu'il s'agit d'îles, je suppose. Tanganyika, quant à lui, tire son origine du plus grand lac de la région, le lac Tanganyika, dont le nom provient de deux mots de dialecte swahili. Tanga, qui signifie voile, et Nika, qui signifie nature sauvage ou plaine inhabitée. Connaissez-vous d'anciens noms intéressants que je n'ai pas mentionnés, que ce soit en Afrique ou ailleurs? Faites-le moi savoir dans les commentaires. La prochaine vidéo de la série traitera de l'Amérique, peut-être juste du Sud. Si vous avez des suggestions, dites-le moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour plus de culture générale.